Alors, on s'aperçoit maintenant, il paraît qu'on voit arriver dans les hôpitaux parisiens des doses de remdesivir, on ne sait pas quoi faire. C'est un médicament extraordinairement coûteux. Il y a forcément eu... Dépression ? Sinon dépression, il y a eu aussi des valises de billets. Enfin, il faut dire les choses. On est dans un univers de corruption généralisée. Bon, donc moi, et au même moment, l'hydroxychloroquine est toujours interdite officiellement. Alors que l'interdiction a été prise par M. Véran, 2 jours après la parution de l'étude du Lancet, qui était une étude qui n'est pas... J'ai vu dans la presse qu'on parle d'une étude controversée. Elle n'est pas du tout controversée. C'est une fausse étude. C'est un truc qui était complètement fabriqué de A à Z. Et M. Véran a interdit dans la foulée l'hydroxychloroquine. Il n'est pas revenu sur sa décision, mais... On est dans un univers extraordinairement flou. J'ai quelqu'un qui est un proche de moi, une femme qui a été atteinte de la Covid-19, du coronavirus, et qui a été hospitalisée dans un hôpital parisien. Elle était quand même assez mal en point, et on lui a administré le protocole Raoult. Alors que c'est officiellement interdit. Et à partir du moment où elle l'a eu, elle s'est mieux passée. Alors, je suis pas là pour vanter le professeur Raoult ou l'hydroxychloroquine, mais quand même, force est de constater qu'il y a eu des études maintenant nombreuses qui se sont accumulées, et qu'il en ressort des centaines d'études maintenant, avec des métadonnées, que l'hydroxychloroquine semble globalement être assez efficace dans un certain nombre de cas. C'est pas un médicament miracle, mais j'ai vu qu'il paraît que dans des EHPAD, sur un grand nombre d'EHPAD, eh bien, il y a à peu près le taux de mortalité est divisé par 2. Alors, c'est quand même inimaginable. On a dépensé 200 millions d'euros pour un médicament qui ne sert à rien et qui, en plus de ça, nuit. Alors, vous savez qu'il y a un principe en médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et ça a été décidé par des institutions extranationales, l'Union européenne qui est le lieu de tous les trafics, en fait, de toutes les... Et je me demande honnêtement s'il n'y a pas derrière tout ça une véritable opération. C'est ce que ressentent les Français. Vous savez, les peuples, ils ne se méprennent pas dans l'intuition qu'ils ont. Il y a quand même une opération de nature, manipulation de l'opinion publique. Donc c'est évident que si on avait laissé la première vague passer, on aurait eu, je pense, autour de 200-230 000 morts, et on n'aurait pas eu les 30 000 morts qu'on a eu. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais vous avez vivement attaqué. Oui, répondre. Et le docteur, bien sûr, vous avez vivement attaqué le professeur Raoult, donc on va le toucher. Vous posez des arguments d'autorité, en fait, sur l'épidémiologie, en disant, voilà, il n'y a pas une personne qui ne devrait pas penser comme vous. En fait, il y a pas mal de personnes qui ne pensent pas comme vous. Et les chiffres que vous donnez, notamment sur les 230 000 morts, les 400 000 morts avancés par le gouvernement pour justifier le 2e reconfinement, sont juste absolument faux, sortis d'un chapeau de modélisation. Et en fait, c'est la grande leçon de ce Covid pour moi, c'est que l'interprétation algorithmique du big data épidémiologique, en fait, nous conduit à des erreurs systémiques majeures, en fait, et à regarder par un tout petit bout de la lorgnette des choses qui sont une réalité de manière parcellaire, un peu comme le font les zététiciens ou les fact-checkers, qui finalement prennent des tout petits morceaux de la réalité et ne sont pas capables de voir le schéma d'ensemble. Donc d'une part, sur le premier confinement, je vous réponds, cette idée d'avoir économisé 60 000 morts, vous n'avez pas dit le chiffre, heureusement, parce qu'en fait, elle a été retoquée, mais de partout, et donc c'est complètement faux, vous n'avez rien économisé. L'autre chose, c'est sur la séquence temporelle. On a la chance à Marseille de ne pas avoir que Didier Raoult, on a l'ensemble de l'IHU, et vous devriez venir et rougir de honte en voyant ce qui s'y passe, en voyant les staffs et le niveau des gens. Il y a des épidémiologies, il n'y a pas que Didier, hein. Il y a un monde fou, il y a un monde fou qui travaille comme des malades. C'est le plus grand centre, en fait, en termes de rayonnement intellectuel en Europe actuellement. Et juste, venez voir le nombre de séquenceurs qui séquencent des génomes toute la journée, donc le nombre de c'est un argument d'autorité aussi, hein, etc. C'est juste absolument incroyable. Et que vous ayez un problème d'ego ou un problème de jalousie, ou que plein de gens aient des problèmes à la suite de jalousie vis-à-vis de ça. Je sais pas, j'ai un ego comme tout le monde. Mais ça devrait vous devriez vous sortir de ça et regarder la réalité de ce qui s'est publié, etc. Donc après, on a la chance d'avoir les marins-pompiers, l'équipe Comet, qui travaillent sur les eaux usées et qui ont permis de regarder comment se passaient les clusters et d'avoir une idée bien avant les autres de quand est-ce que les clusters commencent, quand est-ce qu'ils se terminent. Et en fait, c'est la réalité dans une épidémie, c'est que ça commence dans les eaux usées et dans l'eau. Et ça devrait nous faire réfléchir, en fait, sur les modalités de transmission et sur les modalités de prévention qu'on a choisies. Donc ça commence dans l'eau, c'est la première chose. Et ensuite, il y avait le nombre de demandes de tests qui augmente, puis le nombre de cas positifs, de tests positifs à SARS-CoV-2 qui augmente, puis les hospitalisations, puis les réanimations, puis les décès. Et dans l'ordre inverse, à la diminution. Et ben vous savez quoi? Comet a découvert qu'en fait, 15 jours avant le confinement, déjà ça commençait à baisser. Et c'est pareil à Paris, ça a été sorti il y a 2 jours, tous les arrondissements parisiens commençaient à baisser. Donc là,
vendre la sauce du confinement au motif que ça aurait été ça qui aurait stoppé l'épidémie, c'est faux. Ça n'a rien arrêté du tout et vous n'avez aucune idée de ce qui serait passé sans confinement. Si vous en avez, des pays n'ont pas confiné. Ah, chance! Et des pays ont confiné pendant 6 ou 7 mois. Et c'est rien que ces comparaisons-là sur les l'Argentine et la Suède, Louis Fouché, pour les auditeurs. Voilà. Doivent vous dire, le confinement est une mesure absurde, idiote, qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et rien que ça devrait vous faire réfléchir pourquoi les humains avant n'y avaient pas pensé, parce que c'était une connerie. Oui, parce que Martin Blachier, c'est vrai, quand on pense pas comme vous, est-ce qu'on est forcément un charlatan? C'est ça qu'on a envie de vous demander. Non, mais pas du tout. Mais moi, il y a des gens qui disent... On a parfois le sentiment de penser ça. Vous savez, moi, je regarde tout ce que tout le monde dit. Donc, voilà. Après, il y a des choses... Oui, tout à fait. Alors, je voulais d'abord dire qu'il y a une étude qui est sortie ce week-end dans le New England Journal of Medicine, qui est encore mieux que le Lancet, qui montre qu'il y a un autre traitement qui est très efficace, qui est le remdesivir, et en particulier chez certains groupes de patients. On a des résultats très intéressants chez les patients qui sont sous oxygène mais qui sont pas ventilés. Donc ça, je pense que c'est un vrai espoir pour les patients et on va en entendre parler, je pense, et ça va très probablement un petit peu balayer les histoires de l'hydroxychloroquine. On sait aussi que l'Union européenne achète à tour de bras, comme le remdesivir, elle prend des options, alors que les laboratoires pharmaceutiques ont obtenu de ne pas pouvoir être poursuivis si d'aventure ça ne marchait pas. C'est incroyable, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu. Je crois même que l'Union européenne s'est engagée à payer une partie des dommages collatéraux. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on paye pour des produits dont on ignore tout. Et si d'aventure ça se passe mal, il faudra payer. Ce sera également au contraire de payer. D'ailleurs, les maladies n'existent pas. Les maladies sont des symptômes que le corps met en place pour se soigner. Donc, si on arrête les maladies avec des cachets que nous a donné le gentil médecin en bas du quartier, ça va juste stopper les symptômes. Mais cette maladie, elle va continuer à progresser à l'intérieur de nous. Et la prochaine fois qu'elle ressortira, elle sera plus forte. 2 fois plus forte, 5 fois plus forte, 10 fois plus forte, on ne sait pas. Jusqu'à arriver au cancer, le mot qui fait peur, la tumeur. Je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, je vais à la toilette et désolé de le dire comme ça, mais je chie des tumeurs, vraiment, réellement. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Tous les jours, ils éliminent des tumeurs, que ce soit par l'urine, par les poumons, par les intestins, par la peau. Il y a des tumeurs qui sortent de notre corps tous les jours. C'est juste que c'est pas reconnu comme une tumeur parce qu'une tumeur, pour être détectable, doit mesurer 1 cm carré, 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et pour atteindre cette taille-là, une tumeur doit en moyenne se développer pendant 7 ans. Chez les adultes, chez les enfants ça va beaucoup plus vite, mais chez les adultes, pour atteindre cette taille et qu'on puisse la détecter, elle doit se développer pendant 7 ans. Donc voilà, des tumeurs, on en a tous les jours. Les tumeurs, c'est quoi? C'est juste un amas d'acide, et les amas d'acide de toxines, il y en a tous les jours qui sortent de notre corps. C'est juste qu'elles n'ont pas encore cette taille-là. Et même si elles avaient cette taille-là, moi, j'en ai déjà vu dans des témoignages, etc. Des femmes, par exemple, qui ont un cancer du sein fulgurant et qui passent leur alimentation à une alimentation vraiment très, très détoxinante, style fruits à 100% pendant 1 mois ou 2. Et alors, on voit carrément que la glande mammaire se réouvre juste pour laisser passer cette tumeur. Donc c'est quand même un truc de fou, quoi. Eh bien, quand finalement vous n'arrivez plus ni à vous battre, ni à vous voyez plus d'issue, il n'y a plus de moyens, c'est là où le cancer fait ses dommages. Et cette expérience, si vous permettez, je vous la raconte en 2 minutes. Il a pris d'abord des rats qu'il a mis dans un système de 2 cages reliées par une passerelle. Il met l'électricité dans une cage, les rats s'en vont dans l'autre. Il remet l'électricité et repartent dans la première. Pas de cancer au bout de quelques mois. Dans la deuxième expérience, il prend 2 rats, il les met dans la même cage et il leur balance régulièrement de l'électricité. Dès qu'il y a la décharge électrique, ils se battent entre eux, ils se mordent et ils s'agressent terriblement.
Troisième expérience, il prend un rat seul dans une cage où il peut pas ni se battre contre un autre animal, il y en a pas, ni fuir, il y a pas de passerelle. Il allume l'électricité, le rat, au bout de quelques temps, développe un cancer. Quand il peut plus ni se battre, ni s'enfuir, malheureusement, ça devient trop dur pour l'individu. Et à ce moment-là, les cellules de son corps qui sont en souffrance disent stop, on va arrêter là. Mais les protocoles qui ont été faits par l'Institut de Méditerranée, l'IHU de M. Raoult, et pas seulement par lui, il y en a dans de très nombreux pays du monde, il y a plus de 100 études qui ont été faites. Maintenant, ce sont sur des dizaines et des dizaines de milliers de patients. Et ça n'est jamais assez. Donc tout ça me donne à penser qu'il y a derrière ces vaccins des immenses opérations au minimum d'argent, au minimum pour gagner, parce que ce sont des sommes mirobolantes qu'il y a derrière. On parle de milliards et de milliards d'euros. Et peut-être pire encore que l'argent, puisque vous savez que maintenant c'est pas du complotisme, hein, c'est pas le complotisme. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle du complotisme. Hein. Sur les restaurants, je pense qu'ils ont besoin de travailler en fait. Rien que ça devrait être mis en balance en fait avec ce que vous proposez. Le nez collé sur l'épidémie, le nez collé à vouloir diminuer le R0, le nez collé à vouloir diminuer la tension sur la réanimation. En fait, vous oubliez la vie. Vous êtes dans un monde qui est protégé de tout, où le curseur de la sécurité est maximal, quitte à être dans une tyrannie, quitte à détruire l'économie. En fait, je pense qu'il y a une juste tension entre la sécurité et puis la liberté. On est en train de passer ce curseur de manière beaucoup trop importante. Mais Louis Fouché, moi je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites ça, et je trouve que ça c'est un débat extrêmement intelligent, et vous avez raison de l'apporter dans la sphère publique. Moi je me suis pas fait que des amis quand j'ai eu pas loin de ce genre de discours, mais c'est dommage finalement de salir votre beau discours, je trouve, avec des trucs bidons comme les trucs de Toussaint ou les trucs de Raoult. Parce que vous, ce que vous apportez, c'est intéressant. De dire qu'il faut faire du bénéfice-risque et qu'on est dans une société qui est prête à... Moi, je me suis pas fait des années parce que j'ai dit qu'on sacrifiait ma génération pour sauver la génération des gens qui avaient 80 ans. Donc ça, c'est une réalité et c'est un débat qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, il y a plein d'hommes politiques qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Vous avez entièrement raison de lancer ce débat-là. » Et Louis Fouché, vous reprenez... Et ça, vous avez entièrement raison. Mais c'est pas la peine, pour appuyer cette intuition que vous avez qui est extrêmement juste, d'aller chercher les trucs bidons de Toussaint, qui est le seul au monde à dire que en gros le confinement a eu aucun impact sur la mortalité en faisant une analyse à composantes multiples qui n'a aucun... Enfin voilà, il est pas bon quoi, je suis désolé, il parle de ce qu'il connaît pas, donc c'est dommage que vous salissiez votre discours avec des trucs comme ça. Alors moi, je parle ni de salir, ni d'être bidon, ni de tous ces mots-là, en fait. Tout ça, c'est comme les mots étiquettes, c'est comme rassuriste. En fait, j'ai lu un livre il y a très longtemps qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg, qui est un des pères de la communication non violente. Et en fait, chaque fois que vous décidez qu'un mot est un mur, vous venez écraser votre pensée. La réalité, c'est que il n'y a pas que Toussaint qui parle comme ça. Les analyses en composantes principales sont une des façons de faire, en fait, dans ce genre de choses-là, où on cherche de manière multivariée à savoir qu'est-ce qui influence quoi et dans quelle mesure ça influence quoi. Donc voilà, que la méthode utilisée. Par contre, si vous devenez dogmatique sur la méthode, là, ça pose problème, en fait. Comme les gens qui sont dogmatiques, en fait, sur le vaccin, comme les gens qui sont dogmatiques sur la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge? Bah non, elle a eu un enfant. Si, elle est vierge. Bah non. Ah, et au bûcher, vous pensez pas comme tout le monde. D'accord. Les vaccins, ça marche toujours. Bah non, enfin ça dépend. Non mais Louis Fouché, moi je veux bien, mais allez, si vous êtes anti-vax, au bûcher, etc. Et en fait, on a ce problème-là dans la médecine d'une prolétarisation progressive, c'est-à-dire que les agents eux-mêmes de la médecine sont devenus les agents de la technique, les agents de la méthode, et ne sont plus capables d'avoir du recul. Et ça, c'est un vrai problème en fait. Aujourd'hui, quand les gens lisent les études scientifiques, regardez l'étude sur, on va pas en parler aujourd'hui, mais sur Dan Masque par exemple. L'étude est formulée d'une manière à vous faire penser que le masque est utile, alors qu'en fait, elle dit le contraire dans ses résultats. Donc, en fait, voilà. Et on a un vrai problème avec cet outil scientifique que vous mettez en avant, qui est en fait cassé aujourd'hui. C'est une boussole à dire le Nord, qu'on a cassé simplement par le niveau de corruption, le niveau de conflit d'intérêts. Ça, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est Kamran Abbasi, le directeur exécutif du BMJ, c'est tous les autres. Il dit Covid-19, politicization, corruption and suppression of science. Et c'est de tous les côtés, si vous voulez. Donc vous pouvez le mettre sur le dos d'Ia Raoult et de l'IHU. Moi, je pense pas. Je connais le type qui fait la méta-analyse en temps réel sur l'hydroxychloroquine. C'est un type, je vous assure, rencontrez-le. Vous verrez, j'ai jamais vu un scientifique comme ça, quelqu'un qui a peur parfois que la virgule soit pas mise au bon endroit, etc., qui est d'une rigueur en fait dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il lit. Et donc lui, il a fait le taf, il a fait le boulot d'aller lire jusqu'au bout toutes les études sur l'hydroxychloroquine, les appendices, les préprints, la différence entre les préprints et la publication finale, les conflits d'intérêts, les structures au-dessus qui hébergeaient et pas seulement qui hébergeaient les recherches et pas seulement ça. Pour réussir à conclure qu'à la fin, c'est utile.
Eh bien justement, on va en parler de ces conflits d'intérêts. Le complotisme, en fait, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'esprit critique. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais écolier, puis étudiant, on nous enseignait dans les cours de philosophie, etc., d'exercer, c'est le principe cartésien, de remettre en cause ce que l'on nous disait à l'exercice de notre raison. C'est fondamental dans la démocratie, c'est exercer son esprit critique, ne rien prendre pour assurer, c'est au début de comment dirais-je, du discours de la méthode de Descartes, justement, de rien prendre comme assurer, exercer sa raison. Bon, maintenant, dès que vous voulez exercer votre raison, on vous traite de complotiste. Moi, ce que je vois, c'est que dans ces vaccins, on voit apparaître, si vous suivez bien l'actualité maintenant, des ingénieurs américains ont mis au point des vaccins avec à l'intérieur des nanoparticules et qui rendent le vaccin fluorescent si vous approchez un appareil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant voir si quelqu'un est vacciné ou pas. Parce qu'avant, il y a des gens qui se disaient, bon, je vais signer un faux papier comme quoi j'ai été vacciné, mais je vais pas me tenir comme vacciné. Non, on est dans une société de plus en plus intrusive et qui oblige petit à petit à accepter que l'on mette dans votre corps des choses dont on ignore tout. Parce que dans ces nanoparticules, il peut aussi y avoir des informations. Et ça n'est pas du fantasme. Allez vous renseigner, que tout le monde aille regarder il y a des sources, mais tout à fait sérieuses, sur le fait qu'il y a maintenant des vaccins avec à l'intérieur, on peut faire des nanoparticules qui contiennent des informations, notamment, par exemple, votre carnet de santé, etc. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez déjà, quoi qu'il en soit, qu'il y avait des nanoparticules de métaux lourds, notamment. Voilà. Alors, les gens peuvent dire, oui, mais c'est mais bien parce que ça va. Voilà. Les gens vont dire, oui, mais comme ça, vous pourrez savoir tout de suite le groupe sanguin. Oui, d'accord. Mais qui assure que ce sera les seules informations qu'il y aura dedans? Voilà. Et là, on est face au puçage des êtres humains. Et je rappelle que, pour ce qui nous concerne, moi, dès 2011, dans le programme présidentiel que j'avais présenté en 2011, pour l'élection de 2012, à laquelle je n'ai pas pu participer parce que j'avais pas eu les parrainages, mais je l'ai remis en 2017, dans notre programme, il y a le fait que la France devrait saisir l'Organisation des Nations Unies pour interdire au niveau planétaire le puçage des êtres humains. Parce que... Et pour vous dire qu'il manque cette vision d'autre chose que la peur. Parce que ça fait un moment qu'on est dans la peur. C'est la fin du monde et tout le monde le sait. Mais c'est depuis toujours que c'est la fin du monde. C'est pas nouveau. Ce qu'on appelle les protensions collectives négatives chez Stigler. Mais c'est parce qu'en face, il y a toujours normalement des protensions collectives positives. C'est-à-dire un projet de société, un projet de vie, un projet de collectif. Ça pouvait être le catholicisme, ça pouvait être la République, ça pouvait être... des choses qui se tiennent en termes de valeurs, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet, à part d'autres projets. Voilà, et ce projet-là, il tient pas. C'est celui que les multinationales, en gros, prennent le pouvoir sur vous, vous volent votre liberté de manière interstitielle, rentrent à l'intérieur de vous pour prendre toute l'essence de votre vie, quoi. Parce que là, on est au bord du transhumanisme. On est face à un basculement de civilisation qui peut aboutir à quelque chose d'absolument démoniaque. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable et même scandaleux, c'est que sur la scène politique française, je ne connais que notre mouvement politique qui disent ça. Les autres, ils prennent la poudre d'escampette. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur du pouvoir de Big Pharma et de ce qu'il y a derrière. Lorsque je vois, par exemple, Madame Le Pen ou Monsieur Xavier Bertrand, qui tiennent exactement le même discours politicard, parce qu'ils ont été interrogés sur le vaccin. Madame Le Pen, Monsieur Xavier Bertrand ont dit « à titre personnel, je vais me faire vacciner ». Ça, c'est pour faire, comment dirais-je, montrer face aux grandes puissances de Big Pharma qui sont fréquentables. Mais en revanche, je laisserai la liberté aux Français de se faire vacciner. Mais attendez, s'ils se font vacciner, c'est qu'ils pensent que c'est bénéfique. Donc à ce moment-là, ils devraient dire que tous les Français doivent se vacciner. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de discours? Ce sont des discours de lâches. C'est l'un des mots qu'Emmanuel Macron a le plus prononcé dans son discours. Le renouvellement que nous voulons, le renouvellement que vous portez, cette ambition de renouvellement que nous portons. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout raccord avec les soutiens affichés en tribune VIP. Le renouvellement ne saute pas aux yeux. Bayrou, Douste-Blazy, Cavada, Attali, Huchon pour ne citer que. Des personnalités de droite, de gauche, du centre au même rang pour un même but. Vous faites partie de quelle catégorie, vous ? Visiblement, il y en a un qui s'y voit déjà. Les institutions sont les institutions. Ceux qui les représentent ne sont pas l'institution. Ce sont ceux qui représentent l'institution à un moment. Et vous savez bien que ça change. Moi, j'avais dit une fois, vous savez, les ministres de la Santé, en moyenne, dans ce pays, ça dure 2 ans et demi. Donc, c'est pas définitif ce que pense un ministre de la Santé. Ça dure le temps où il est là, puis il y en a un autre qui pense autre chose, et puis ensuite, il y aura des élections présidentielles, on verra bien qui sera le président, on verra bien qui sera le Premier ministre, on verra bien qui sera le ministre de la Santé. Sur les conflits d'intérêts.
Moi, je travaille dans le public. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai 450 € sur Transparence Santé. J'ai pas de stock option. J'ai pas de stock option non plus. Je rappelle que Patrick Vallance, qui est le président du conseil scientifique anglais, a 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, une firme pharmaceutique qui produit des vaccins, et a touché entre 2012 et 2018 5 millions de livres sterling de dividendes. Tout va bien sur l'orientation vaccinale. En fait, le problème, et Martin le souligne, c'est que c'est pas un problème d'individus. Les individus ont envie de travailler, ont envie de faire bien et vont à l'endroit où il y a de l'argent, où c'est possible. Le problème, c'est de la corruption systémique, on appelle ça. C'est-à-dire que, comme Google, a envahi votre vie. Une fois que vous avez un Gmail, pour en sortir, vous avez l'agenda, vous avez le truc. C'est impossible d'en sortir. Et ben c'est pareil, la corruption par les laboratoires pharmaceutiques a envahi la recherche médicale, la fabrique du savoir, et a envahi même la pratique médicale, la praxis, de manière interstitielle. Et donc, c'est hyper difficile d'en sortir, c'est hyper difficile de la détecter, c'est hyper difficile de comprendre même ce qui se passe. Mais en tout cas, tous les leaders d'opinion au sein de la médecine sont des gens qui sont arrosés de pognon et qui s'en rendent même plus compte, en fait, et qui sont dans une réalité parallèle. Donc, de gens qui n'osent pas dire aux Français ce qui se passe. Moi, j'estime, quant à moi, qu'on ne peut pas actuellement obliger les Français à accepter ce genre de vaccin. Moi, personnellement, je le refuserais, tant que l'on ne sait pas très exactement ce qu'il y a derrière. Très exactement ce qu'il y a derrière, ça veut dire des années et des années pour vérifier l'innocuité du produit et vérifier ce qu'il y a dedans. Et qu'il y ait notamment des gens qui ne soient pas dépendants des laboratoires pharmaceutiques qui voient ce qu'il y a là-dedans. En plus de ça, on a une maladie très particulière qui ressemble quand même à une grippe. Or, tout le monde sait que le vaccin de la grippe, ça change tous les ans, qu'il n'est pas très efficace, etc., etc. Et je rappelle que le vaccin contre le HIV, ça fait 30 ans qu'on le cherche, qu'on n'y arrive pas. Donc, les Français ne sont pas bêtes, hein. Je vois qu'il y a des gens qui disent oui, il paraît qu'il y a maintenant 40% des Français qui accepteraient d'être vaccinés. Je disais ça, c'est un sondage de BFM TV. Donc 60% des Français il y en a 46% qui le refusent et 14% qui hésitent. Mais on dit oui, les Français sont victimes du complotisme. Non, non, non. Les Français sont des gens très, très, très intelligents. Ils raisonnent bien. Moi, je n'ai rien contre le BCG. Ce sont des vaccins très anciens qui ont effectivement éradiqué la tuberculose, la variole. Ça, je suis pour. Et moi, sur une affaire comme celle des vaccins contre cette Covid-19, j'estime que ça n'est absolument pas raisonnable de se lancer dans cette ça. Tout est beaucoup trop prématuré. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a derrière des intérêts financiers géants, pour ne pas dire autre chose, des intérêts politiques derrière. Vous êtes d'accord au moins sur ce point-là? Vous êtes contre la vaccination? Je suis absolument opposé à l'idée d'obligation vaccinale et l'espèce de concaténation extrêmement nauséabonde qui a été faite par Christophe Barbier ou Jadot, d'une espèce de crédit social à la vaccination. Enfin, est-ce que c'est cette société-là dont on veut, quoi, hein? On veut être comme en Chine? Moi, non, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, je rappelle la loi du 4 mars 2002 qui a été renforcée le 22 avril 2005 sur le droit des malades de refuser un traitement, en fait, y compris préventif, y compris au risque de sa vie. Je pense que c'est ce qui nous a prémunis des Mengele et des gens comme ça. Ça vient des procès de Nuremberg et ensuite d'essayer de... Voilà, vous allez dire point Godwin, Martin. Mais Léonce Schwartz, un petit chef d'entreprise à la tête d'un commerce de dentelle dont vous pensiez qu'il avait échappé à la déportation en fuyant du camp de Drancy avec la complicité héroïque de votre grand-mère. Mais au fil de vos recherches, vous découvrez une autre vérité et vous levez le voile sur un chapitre méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Il a été victime de la rafle des notables. J'ignorais l'existence de cette rafle des notables. Moi aussi, Elisabeth. En fait, c'est la réalité de la médecine, hein. C'est qu'elle a un biopouvoir, c'est ce que dit Foucault, c'est que petit à petit, vous pouvez prendre le pouvoir sur les gens. Et donc, moi, je voudrais conclure là-dessus. Tu dis que c'est très bien d'avoir l'industrie, ça permet d'avancer, mais c'est pas vrai, ça bloque des choses, ça fait ce qu'on appelle des blocages socio-systémiques, où moi je cherche sur le low-tech en réa par exemple, et ben je trouve pas un rond. Et pourtant je fais des pirouettes intellectuelles qui sont meilleures en termes de résultats que des trucs avec des applis, etc. Ce week-end, 55 gamers, comprendre joueurs de jeux vidéo, ont rapporté 3,5 millions d'euros à l'Institut Pasteur lors d'une compétition caritative, un record mondial. Réunis à Montpellier pour la 4e édition de The Event, un rassemblement de gamers à but caritatif, ces amateurs de Fortnite, Call of Duty ou encore Minecraft, ce sont le nom de jeux vidéo, ont fait exploser les compteurs durant leur affrontement qui aura duré 2 jours et 3 nuits. Ce recueil de dons a été salué par Emmanuel Macron lui-même. Le chef de l'État s'est fendu d'un tweet dans lequel il félicite les joueurs. Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo, a écrit Emmanuel Macron sur Twitter. Parce que c'est très important de voir que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont oscillé entre des conceptions opposées. Et que pour arriver
à en donner la preuve, il faut l'outil. L'outil, c'est d'abord, certes, le microscope, hein, mais c'est aussi le fait de montrer que des organismes puissent rentrer dans un autre organisme et causer une maladie. Et donc c'est Pasteur, c'est l'ère pasteurienne. Donc c'est le milieu du 19e siècle. C'est pas ancien, c'est récent. Les maladies n'existent pas. Alors arrêtez d'y croire. Arrêtez d'y croire et combattez-les avec les armes naturelles qu'on nous a données. Et pas avec la symptomatologie qui va couper la maladie pour qu'elle puisse revenir encore plus forte. Non, ça sert à rien. Et ce discours-là, je l'avais déjà avant, légèrement on va dire, mais là j'ai carrément fait le test moi-même. J'ai vu que ça marchait, et donc là j'ai vraiment envie de partager ça. 450 €, vous pouvez annoncer, vous, combien vous avez des laboratoires ? Bah, ma boîte vit à 60% de travailler avec l'industrie pharmaceutique. C'est pas moi directement, c'est ma société. Je fais travailler 15 personnes en travaillant avec l'industrie pharmaceutique mondiale, aux États-Unis, en Europe, Israël, Asie. Eh bien, en tout cas, dans la rue, qui touche évidemment tout le monde, puisque la retraite, c'est universel, et aussi bien les enseignants que les hospitaliers, que le privé aussi, que les cheminots, voilà. Il y a un moment, ça passe plus, j'ai l'impression, hein, enfin, moi je suis beaucoup au contact de la rue, discutais par exemple avec mon primeur ce week-end au marché, il me dit mais... Le temps presse à Paris, je parie sur la capitale pour faire péter les portes des petits pédeux qui paradent à Bercy. La frime nous enfume avec la finesse du fort fascinant fion de la France sans fond qui faiblit quand on est en face. Ridicule petit micro-maçon, en mission pour la moisson. Le saison pour semer les graines de la division. Le son de la démission, le son de la provocation. Un son qui doit nous servir à tous de leçon. Tu as pris le pouvoir bien avant l'élection, les médias ils sont tous de ton côté. On le sait, tu le sais que tu nous as trompé, le Gaulois réfractaire n'est pas niais. Tu nous as réservé un cadeau de Noël sans nous dire que ça venait tout droit de Bruxelles. Tu nous as mutilé, tradiment volé, tu as perdu toute ta légitimité. Une fausse opposition qui s'oppose sans jamais engager la moindre destitution. Un pays complètement meurtri, je ne sais plus où aller. Alors c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. L'histoire s'écrit devant nos yeux sans que nous trouvions la réponse adéquate à l'agression par une horde de lapins. Nous subissons la pression physiquement dans toutes les régions de France qui se battent pour un meilleur avenir pour nos enfants, nos parents, nos maisons, nos ponts, nos villages, nos barrages, nos transports, nos aéroports, nos routes, nos paysages, nos montagnes, nos mers, nos côtes, nos terroirs, nos savoir-faire, nos langues, nos cultures, tout simplement le socle commun de nos vies. Arrêtons de les regarder, ces milliardaires à la télé, les entendent riposter devant tous ces traîtres tarés. Nous n'ignorons pas notre puissance devant leur état d'urgence. Faut pas laisser passer notre chance de stopper leur abondance. On va prendre le pouvoir en usant l'élection si on ne veut pas tomber dans la violence. Violence que l'on s'est attisée par les mêmes prêts pour une dictature militaire. Pas de plan A, pas de plan B, unité pour retrouver notre souveraineté. Un cerveau des idées, une logique, le Frexit, c'est la pratique. Le moment est aujourd'hui arrivé de se lever pour s'unifier et se sauver de ceux qui nous divisent, pensant qu'ils perdurent pour l'éternité. Usant de guerre, c'est de méfaits, donc pour nous